Ça va être parti. Bien, bonjour professeur Antoine Flahault. Bonjour. Euh, Antoine Flahault, vous êtes directeur de l'Institut de santé globale, faculté de médecine, Université de Genève, directeur de la Swiss School of Public Health à Zurich, et vous nous faisiez une brillante conférence la semaine passée, et vous nous avez en fin de conférence dit tout simplement, à brûle-pourpoint, on a aujourd'hui la possibilité d'éradiquer le paludisme. Alors, ça nous a beaucoup interpellés et on voulait en savoir plus. Alors oui, la BBC a titré dans ses nouvelles pour l'Afrique un nouveau vaccin qui pourrait changer le monde. Donc on est en effet aujourd'hui à une sorte de croisée des chemins vis-à-vis d'un fléau absolument terrible, puisque encore aujourd'hui, il cause 229 millions de cas de paludisme dans le monde, probablement de l'ordre de 600 000, même si les données ne sont pas extrêmement fiables et précises, mais probablement de l'ordre de 600 000 décès par an, qui sont principalement, pour 80% d'entre eux, chez des petits, chez des enfants de moins de 5 ans, et pour 90% de tous ces cas et de tous ces décès en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui réussi par les efforts multilatéraux, vous savez, le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose, mais aussi contre le paludisme, avec beaucoup je dirais, de motivation à venir à bout de ce problème, coordonné par l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Tout cela a conduit à une très profonde réduction de la mortalité par paludisme aujourd'hui. Le paludisme, c'est dû à un moustique. Les conditions climatiques, météorologiques sont plutôt défavorables à la santé, c'est-à-dire ont plutôt tendance à voir augmenter la pullulation du vecteur. On l'a vu très clairement dans des endroits comme à Harare, vous savez, la capitale du Zimbabwe, qui était dans les Highlands, qui est dans les Highlands, mais les Highlands, ces montagnes du Zimbabwe sont aujourd'hui beaucoup plus chaudes qu'elles n'étaient quand les premiers arrivants, occupants de ce pays sont arrivés et ont décidé plutôt d'aller dans des endroits où le vecteur du paludisme ne se multipliait pas facilement. Aujourd'hui, tout cela est remis en question. Il y a donc une sorte de lutte aujourd'hui de la communauté mondiale pour venir à bout du paludisme, alors que tout pourrait concourir, si cette lutte n'est pas bien coordonnée, n'est pas bien promue, à, au contraire, voir une résurgence, une réaugmentation, on va dire surtout, du paludisme, dont on sait les dégâts et les ravages qu'il cause chez les tout petits enfants, chez les femmes enceintes en Afrique. Alors oui, dans un tel contexte, je dirais de tension et peut-être parfois d'optimisme mesuré, car on ne fait plus beaucoup de progrès depuis un certain nombre d'années, malgré la distribution de moustiquaires imprégnés pour lutter contre le vecteur, malgré le traitement que l'on maintenant déploie et on rend accessible grâce en particulier au Fonds mondial et à d'autres. On arrivait à une sorte de plancher, pour ne pas dire de plafond ici, de plancher qu'on n'arrivait pas véritablement à améliorer, à crever pour essayer d'enfin éliminer le problème du paludisme. Et dans ce paysage, deux innovations sont arrivées. La première a été produite par le laboratoire GSK, un vaccin qui maintenant a 2 ans d'âge, c'est pas énorme hein, comme recul encore, qui n'est pas un produit miracle, qui diminue la mortalité de 30-35% et qui commence à être déployé en Afrique, partout où la mortalité est particulièrement importante et où 30%, c'est toujours ça de gagner quand on peut sauver des vies. Dans ce contexte, et à partir d'une technologie assez voisine, c'est-à-dire s'attaquant aux précurseurs du plasmodium,
qu'on appelle le protozoïde, qui est en fait le stade que nous transmet le moustique et qui est à quelques unités. Vous savez, le moustique qui nous transmet le paludisme nous injecte une dizaine, parfois une centaine, mais pas beaucoup plus, donc c'est presque dénombrable, de ces précurseurs du parasite dans notre organisme. Et c'est à ce moment-là que les vaccins tentent de s'y attaquer en développant une immunité suffisamment précoce et réactive pour pouvoir détruire ces formes précoces avant même qu'elles se développent et se multiplient dans notre organisme. Et ce nouveau vaccin qui a été développé par l'institut très célèbre, qui est l'Institut Jenner de l'Université d'Oxford, a été développé dans un institut qui, depuis plus de 30 ans, essaye de trouver un vaccin contre le paludisme et a trouvé cette formulation, encore une fois, assez voisine du précédent. Cette formulation qu'elle appelle est un tout petit peu technique, il l'appelle le R21 Matrix M, parce que il est adjuvé de ce Matrix M qui avait été utilisé dans les vaccins du Covid. Et le R21, c'est une combinaison d'une protéine venant du virus de l'hépatite B. C'est étonnant, mais ça permet de générer une immunité qui est très utile, et aussi, bien sûr, par ce précurseur du plasmodium dont je parlais, et qui semble être très prometteur parce que les premiers essais cliniques ont montré 80% d'efficacité contre les formes graves chez les enfants. Aujourd'hui, on est dans des... Il se trouve qu'aujourd'hui, le phase 3, qui devait concerner 4500 enfants, a été terminé. Il est fini et les données sont à la disposition des agences qui veulent bien considérer l'homologation du vaccin. Aujourd'hui, 2 agences, à ma connaissance en Afrique, ont déjà homologué le vaccin, celle du Ghana, la FDA du Ghana, et celle du Nigeria. Le Nigeria, ce n'est pas un petit pays, et le Nigeria représente 30% de toute la mortalité par paludisme dans le monde. Donc, le fait que le Nigeria, avant la saison des pluies, ait voulu homologuer, accréditer ce vaccin sur la base des données que l'Université d'Oxford a bien voulu transmettre, est quelque chose de très important. Ces données ne sont pas encore publiées. Donc, quelque part, je n'ai pas eu personnellement connaissance du dossier. Je fais confiance, nous faisons confiance, d'une part à l'Université d'Oxford, à son Institut Jenner, pour avoir conduit de façon remarquable un essai randomisé en double aveugle permettant de regarder, d'évaluer l'efficacité. Ils annoncent des chiffres de 70 à 75% d'efficacité sur les formes graves contre la mortalité, ce qui est exceptionnel, sans être parfait. C'est jamais du 100%, c'est exceptionnel. Il faut savoir que souvent, les efficacités retrouvées sur le terrain sont différentes de celles retrouvées dans les essais cliniques, mais dans le bon sens dans le cas du paludisme. Je vais expliquer pourquoi. Si vous faites un essai randomisé contre le paludisme chez des enfants, vous allez distribuer le vaccin à quelques familles volontaires qui vont bien accepter d'entrer dans l'essai. Et puis, vous le faites dans plusieurs pays, etc. Et vous avez les 70-75% d'efficacité. Mais quand vous allez répandre ce vaccin à l'échelle de l'ensemble du pays, vous allez diminuer la charge parasitaire dans la population grâce au vaccin. Et ça va avoir un effet vertueux sur le paludisme ambiant, si je puis dire, sur la transmission du paludisme qui va diminuer de fait. Donc vous allez avoir des chiffres qui seront parfois meilleurs que ceux visibles dans les essais cliniques, qui sont un petit peu les effets purs du vaccin contre le plasmodium, alors que vous allez additionner à cela l'effet contre la circulation de l'agent pathogène dans la population. Donc on a en effet aujourd'hui un produit très prometteur. Il faut certainement se garder de trop d'enthousiasme. Vous avez vu que j'en ai beaucoup pour cette promesse que nous fait ce vaccin. Il faut se garder de trop d'enthousiasme car il y a toujours la contrepartie de tout produit de santé que nous connaissons qui sont les effets indésirables. Aujourd'hui, il semble, d'après les essais cliniques, encore une fois, dont je n'ai pas vu l'ensemble des données personnellement, il semble qu'il n'y ait pas d'effets indésirables graves
rapporté par le promoteur de l'essai. Il semble que l'on soit dans une bonne configuration. Mais comme vous le savez, comme on l'a vu d'ailleurs pour le Covid, certains effets n'apparaissent que lorsque plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes ont pris le produit. Donc il faudra attendre, bien sûr, encore quelques mois, peut-être quelques années, avant que l'on puisse totalement être certain que l'on a affaire ici à ce game changer, comme disent les anglo-saxons, à cette transformation potentielle, profonde du pronostic, du devenir de cette malheureuse pandémie qui ne cesse pas de continuer, qui est celle du paludisme. L'autre point que je voudrais signaler, c'est que GSK, vous savez, est un fabricant de vaccins qui obéit à son modèle économique capitalistique habituel. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu produire à des coûts qui sont suffisamment intéressants pour le fabricant ce vaccin, et ce vaccin est assez cher. Et il n'est pas produit à cause de cela, parce que, bien sûr, des donateurs peuvent venir ensuite le soutenir et le répandre, mais cela limite un petit peu son usage. L'Université d'Oxford a une très grande préoccupation de santé globale et a souhaité trouver un fabricant qui est aussi une industrie, qui est d'ailleurs le plus grand fabricant mondial de vaccins, qui est le Serum Institute of India. C'est donc un génériqueur de vaccins indien qui produit à très grande échelle et à très faible coût, qui a produit les vaccins de COVAX, d'AstraZeneca en Europe, qui s'appelle AstraZeneca en Europe et qui a été produit par le Serum Institute of India pour l'Inde, mais aussi pour l'Afrique. De la même façon, le même type d'accord a été scellé, donc on a tiré bénéfice quelque part de la pandémie de Covid pour la mise en œuvre du déploiement du programme vaccinal, et c'est 200 millions de doses que s'est engagé à produire par an le Serum Institute of India pour ce vaccin. Et donc on est ici, quand on voit que l'OMS pense qu'il s'agit d'une trentaine de millions d'enfants qui sont concernés en priorité par ce vaccin aujourd'hui, qu'il faut 3 doses pour qu'on puisse vacciner correctement les enfants, on a une possibilité aujourd'hui d'assez rapidement déployer un vaccin très prometteur, dont on espère qu'il va tenir ses promesses jusqu'au bout et qui pourrait, en effet, changer le monde, parce que si l'on arrivait à supprimer la mortalité par Covid, par paludisme dans le monde, on aurait fait un gain absolument exceptionnel dans l'avenir de ces populations qui, encore aujourd'hui, dans leur très grande pauvreté, perdent des enfants en très bas âge pour des pathologies que l'on peut faire complètement disparaître de la planète. Ben, écoutez, merci énormément pour cette entrevue extrêmement instructive. Bon, ce que j'ai compris, c'est que je pense que les données concernant le premier vaccin GSK sont disponibles en littérature, alors que les données du deuxième ne sont pas encore disponibles. J'aurais une question un peu technique. La différence fondamentale entre les deux vaccins, c'est que le deuxième semble s'attaquer au stade larvaire. Mais on sait qu'à un moment donné, lorsque l'insecte a envoyé ses larves, ben là, j'appelle ça comme ça, ou ses précurseurs, si vous voulez, puis que l'infection cellulaire a commencé, les larves ils disparaissent à un moment donné. Est-ce que ça veut dire que le vaccin doit être pris assez tôt après l'infection pour être efficace, ou si lorsque le malade est vraiment malade, si vous voulez, puis que le foie est attaqué, etc., est-ce que le vaccin va encore être efficace? Oui, alors Yves, merci beaucoup de votre question. Déjà, pour donner des détails sur plusieurs aspects. Il y a déjà des données publiées, y compris dans le Lancet, sur le vaccin d'Oxford, notamment des phases 2 qui ont porté sur plusieurs centaines de patients et qui, au Burkina Faso en particulier, et qui ont montré ces résultats extrêmement prometteurs et qui semblent être confortés par le phase 3 de plusieurs milliers de patients dont j'ai parlé. La deuxième chose, c'est que
oui, il s'attaque, ce vaccin, au stade larvaire. Vous l'avez tout à fait bien dit, mais c'est le cas aussi du vaccin de GSK. C'est-à-dire que ces deux vaccins sont des cousins très proches. Le vaccin de GSK aussi a le même mécanisme qui est probablement la voie la plus intéressante pour la vaccinologie du paludisme parce que le stade larvaire est le seul vis-à-vis duquel on peut véritablement s'attaquer. Alors, quand on est chez des tout petits enfants, chez qui il est prescrit et recommandé aujourd'hui, eh bien, ce vaccin peut être très efficace lorsque l'on est aussi précocement investi dans la vague de paludisme saisonnière. Vous savez que le paludisme vient généralement de façon très saisonnière au moment des saisons des pluies, et c'est au début de la saison des pluies que le vaccin est attendu être le plus efficace. Alors, l'expérience actuelle avec le premier vaccin, celui de GSK, est intéressante à plusieurs points de vue. D'abord, comme on est dans le même type de vaccin, on peut espérer que l'expérience accumulée, notamment en matière d'effets indésirables, qui sont très faibles, c'est un vaccin très bien toléré, va être reproduite avec ce nouveau vaccin. Et surtout, on a aujourd'hui une logistique en place qui se met en place en tout cas et qui va pouvoir utiliser un deuxième vaccin si ce deuxième vaccin est encore plus efficace que le premier. Donc, on n'a pas perdu de temps, on n'a pas une véritable concurrence frontale. On connaît les progrès de la médecine où un nouveau peut venir remplacer un précédent. Et encore une fois, le précédent fait aussi de bons et loyaux services, car même s'il apporte 30-35% de bénéfices, c'est quand même extrêmement intéressant à une époque où nous n'en avions aucun, où aucun vaccin n'existait. Donc, pour répondre exactement à la question de l'efficacité du vaccin une fois que la personne est fortement contaminée, eh bien non, malheureusement, on aura moins d'efficacité sur les formes non larvaires du parasite. C'est véritablement dans ces tout débuts d'infection que le vaccin est efficace. J'ai peut-être une deuxième question. Après ça, je vais passer la parole à mon collègue Étienne. Ce qui n'est pas non plus impossible, c'est que peut-être que la combinaison des deux, c'est-à-dire le vaccin GSK et le vaccin à Oxford, combinés ensemble, puissent avoir un effet synergique. Ça, c'est pas du tout impossible non plus. La différence étant que, si j'ai bien compris, que le deuxième vaccin, son vecteur est directement hépatique. Alors, les deux vaccins ont un vecteur qui cible en effet la cible hépatique, hein, les deux vaccins. Donc, ces deux vaccins sont très voisins. Seront-ils synergiques à être associés? Je n'en sais rien. Encore une fois, je pense que si le deuxième vaccin tient ses promesses, probablement il remplacera la stratégie vaccinale, d'autant plus, encore une fois, que le producteur du premier vaccin n'est pas enclin à passer à l'échelle qui serait nécessaire pour le répandre suffisamment en Afrique subsaharienne. Donc je pense que même au coût très bas que propose Serum Institute of India, il faudra des efforts de la communauté internationale pour le diffuser dans les pays extrêmement pauvres de la planète. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, le paludisme ne regarde plus que les pays d'une très grande pauvreté. Ce n'est pas le climat, ça n'est pas la seule chaleur qui font qu'il y a du paludisme dans le monde aujourd'hui, c'est l'absence de développement. On le voit bien puisque nous avions en France, en Camargue, mais aussi dans le nord de l'Europe, jusqu'en Suède, du paludisme encore au siècle dernier et au XIXe siècle. Donc on voit bien que le paludisme a été éliminé partout où le développement s'est imposé. Donc aujourd'hui, on est face à une maladie de la très grande pauvreté et la solution, c'est d'avoir des produits faciles à disposer et suffisamment peu chers pour que les investissements des grands donateurs et des grandes philanthropies internationales et de l'aide multilatérale coordonnée par les grands organismes internationaux puissent permettre de vaincre le problème jusqu'au bout, y compris dans les pays qui n'ont pas les moyens de se l'offrir.
Étienne? Oui, une question méthodologique pour terminer. Vous avez dit que l'efficacité du vaccin avait été jugée sur l'efficacité sur les formes graves chez l'enfant. Comment peut-on isoler un tel critère, comme un critère principal en plus? Oui, bon, le diagnostic du paludisme reste un diagnostic essentiellement sur la goutte épaisse, hein, et sur les prélèvements sanguins. Encore une fois, je n'ai pas pu voir malheureusement les détails du phase 3 qui me donneraient l'ensemble des éléments pour répondre à ces questions. C'est des questions particulièrement importantes, pertinentes, qu'il va falloir vérifier de près. Seule chose que je peux dire, c'est que le Jenner Institute qui s'est occupé de cela à Oxford a une très grande expertise et expérience. C'est un argument d'autorité, je le reconnais, mais qui me fait confiance pour penser que l'essai a été très correctement mené. Par ailleurs, il a été mené dans des sites qui ont une très grande habitude en Afrique aussi, des essais récents sur le vaccin. Comme je vous disais, ça fait une trentaine d'années qu'on cherche en vain des vaccins candidats. On est aujourd'hui sur une piste très intéressante et les centres qui s'y sont intéressés l'ont regardé de très près avec les bons outils. Donc, je ne sais pas exactement bien répondre à ces questions qui sont bien sûr majeures et qui devraient être publiées très prochainement. On s'attend à ce que la publication d'un essai qui maintenant a été clos, hein, pour ses dernières inclusions à la fin du mois de décembre, devrait, dans les semaines ou les mois à venir, donner lieu à une très grande publication qui fera l'objet de beaucoup d'attention et peut-être de critiques et peut-être de limites qu'il faudra regarder de près. Mais encore une fois, là-dessus, j'ai plutôt confiance. Ben, écoutez, professeur Flao, je vous remercie, de votre disponibilité et puis au nom du GRISOF, c'est-à-dire le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones, mille merci. Et je dirais j'aurais peut-être un commentaire supplémentaire. Espérons que ça va arriver à terme et puis que enfin le paludisme va sauver ces millions d'enfants qui vont mourir au cours des prochaines années, mais aussi pour tous ceux, et j'en sais quelque chose, qui ne peuvent prendre les médicaments actuels pour une intolérance hépatique et qui ont à aller en Afrique et qui malheureusement, lorsqu'elles attrapent le paludisme, ça coûte très cher et puis elles sont très malades. Et donc, mille merci à vous et puis ben, je vous dis dans un avenir très bientôt, j'espère. Merci à vous, merci.